Bonsoir, merci de suivre le 23h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectue une visite officielle au Qatar. Il a eu un entretien ce lundi avec l'émir du Qatar. Plusieurs accords de coopération ont été signés à l'issue de cette rencontre élargie aux deux délégations. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a tenu ce lundi une conférence de presse. Elle portait sur les grandes lignes de l'action gouvernementale. Dans cette édition, nous reviendrons sur les aspects politiques et économiques de l'intervention du chef du gouvernement. La journée internationale de la protection de la couche d'ozone a été célébrée hier. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement et de la Salubrité mène plusieurs activités dans le cadre de cette célébration. À Koumassi, les populations ont été sensibilisées à l'importance de la couche d'ozone. Merci d'être avec nous pour une demi-heure d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce lundi avec l'émir du Qatar, un entretien élargi aux deux délégations au Palais royal de Diwan à Doha. 6 accords de coopération ont été signés lors de cette rencontre. Awa Touré est notre envoyé spécial au Qatar. Palais du Diwam à Doha, la capitale qatari, ce lundi 17 septembre, accueil du président de la République Alassane Ouattara par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Cérémonial d'accueil avec l'exécution des hymnes nationaux. Et les honneurs militaires rendus par la garde royale. À l'issue de la cérémonie protocolaire, les deux chefs d'État se sont retirés pour un entretien élargi aux délégations. La Côte d'Ivoire et le Qatar entament ainsi, à travers cette deuxième visite du président Alassane Ouattara, qui intervient après celle de l'émir du Qatar en décembre 2017, une nouvelle étape du processus de renforcement de leurs liens d'amitié et de coopération. Cette volonté des deux pays de développer les relations diplomatiques, économiques et commerciales s'est matérialisée par la signature de 6 accords de coopération. Il s'agit notamment de l'accord portant création d'une grande commission mixte de coopération et des accords dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des transports maritimes, du tourisme et des activités touristiques et commerciales, la protection réciproque des investissements, ainsi que la réglementation de l'emploi de la main-d'œuvre ivoirienne dans l'État du Qatar. Le chef de l'État a aussi mis à profit son séjour pour renforcer les actions déjà initiées auprès des milieux d'affaires qataris en vue de développer le volume des échanges avec ce pays et attirer plus d'investissements. En marge de la visite officielle du président de la République au Qatar, une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano s'est rendue au musée d'art islamique à Doha, une institution qui entend faire de Doha la capitale culturelle régionale. Awa Touré. Le musée d'art islamique, le plus grand de Doha, créé en 2006, est une œuvre de l'architecte chinois Li Mingfei. Il a été aménagé par Michel Villemotte, architecte, urbaniste et designer français. Ce joyau architectural, bâti sur une île artificielle, regroupe une vaste collection d'œuvres du 7e au 19e siècle. Une collection décrite comme l'une des plus prestigieuses du monde. 3 étages sont dédiés à ce musée d'art islamique, 2 consacrés aux expositions permanentes et 1 aux expositions temporaires. À travers les œuvres que nous avons vues, on peut constater la richesse de la religion islamique. Les pièces sont exceptionnelles, c'est impressionnant. Je suis très content d'avoir pu faire cette visite. Les œuvres sont magnifiques. Les œuvres exposées viennent de différents pays, de l'Irak à l'Italie, en passant par l'Ouzbékistan. Outre des manuscrits, des calligraphies islamiques,
Le musée compte des objets en céramique, métal, verre, ivoire, textile, bois et des pierres précieuses, dont 42 chefs-d'œuvre exposés pour la première fois en 2006 au musée du Louvre à Paris. Ici, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était aujourd'hui face à la presse. Il s'est exprimé sur l'action gouvernementale. Le chef du gouvernement a abordé des sujets d'ordre politique. Il est revenu notamment sur la réforme de la commission électorale indépendante et le parti unifié. Alexis Ouedraogo. Ma conviction, c'est qu'il y a eu des progrès. L'autre conviction, c'est que ce n'est pas suffisant pour absorber l'ensemble de la demande sociale aujourd'hui. Le président de la République, solennellement, le 6 août, dit à son gouvernement, soumettez-moi un programme qui renforce notre programme social. Et je dis que le gouvernement que je dirige travaille activement. Expliquer et clarifier les grandes lignes de l'action gouvernementale, c'est l'exercice de transparence auquel s'est livré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plus d'1h30 face à la presse, le chef du gouvernement a fait le tour des sujets les plus chauds du moment, notamment la réforme de la CEI. Ceux qui ont voulu utiliser le discours du chef de l'État pour dire qu'il a pris d'engagement ont mal lu le discours. Parce que dans le discours lui-même, si vous le prenez et que vous le lisez, il est mentionné à l'intérieur, quand on prend l'ensemble du paragraphe concerné, les élections de 2020. C'est mentionné. La CEI centrale à Abidjan ne fera que recueillir les résultats, mais les proclamations seront faites donc localement. La composition des CEI locales, c'est 4 personnes de l'opposition, 4 personnes de la majorité. Donc ces élections locales, la CEI qui compte, ce sont les CEI locales qui vont proclamer les résultats. Donc le débat de la réforme de la CEI centrale est sans objet par rapport aux élections locales. Pour Amadou Gon Coulibaly, il est aujourd'hui impérieux de travailler à l'unité, à la stabilité, mais surtout à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Je voudrais vraiment, à la limite, supplier l'ensemble des acteurs politiques pour que nous ayons un consensus donc minimum en nous disant qu'on veut quand même que notre pays marche, qu'on veut améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, les Ivoiriens. Il faut qu'on ait un consensus minimum là-dessus. Et que notre débat se situe au niveau de savoir qu'est-ce que chacun pense faire pour atteindre cet objectif. Revenant sur les turbulences PDCI et RHDP, Amadou Gon Coulibaly a tenu à rappeler la vision commune des alliés d'hier. On avait comme objectif 1 de promouvoir donc, les idéaux du président Félix Houphouët-Boigny, 2 d'aller à toutes les élections à RHDP et 3 de créer le parti unifié. Le débat en 2016 était de savoir comment ce parti allait s'appeler. À l'issue d'une audience tenue à Daoukro, il a été clairement indiqué à la face donc, de la nation que le parti unifié s'appellerait donc RHDP. Qu'on ait des écueils en cours de route, ça peut se comprendre, mais ça ne doit pas nous détourner les uns et les autres de l'objectif que nous nous sommes fixés depuis le début. Sur le plan social, des défis importants restent à relever. La promotion de la bonne gouvernance, la poursuite de l'amélioration du climat des affaires et de l'efficacité de l'administration publique, la mobilisation des ressources intérieures, mais surtout la préservation du climat social. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de tout faire pour créer un problème ou une crispation artificielle. Allons aux élections en paix, laisser les Ivoiriens se prononcer. Le dialogue politique, nous allons le reprendre pour préparer les élections de 2020. Et je vous assure, il nous faut une élection apaisée en 2020. Il faut qu'en 2020, celui qui a gagné, que ceux qui n'ont pas gagné puissent donc féliciter, comme en 2015, celui qui aura gagné. Il faut qu'on revienne à un système apaisé. Ça apaisera les Ivoiriens, ça leur donnera une confiance définitive dans ce qu'ils sont sortis du traumatisme qu'ils ont vécu en 2010-2011.
Et dans toutes les enceintes internationales, dans tous les débats que nous pourrions avoir avec les investisseurs, la problématique de la stabilité de la Côte d'Ivoire se retrouvera subséquemment définitivement réglée. Concernant les remous récents autour des travaux de construction du 4e pont, le chef du gouvernement s'est voulu rassurant. Pour les personnes qui sont locataires, il leur sera donc versé 4 mois donc de loyer pour leur permettre de pouvoir se reloger. Et pour les personnes qui sont propriétaires et qui ne résident pas, donc une évaluation donc, sera faite de leur bâti, donc, y compris donc, des terrains, et cela sera donc payé également. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État Alassane Ouattara, entend sur la période 2018-2020 renforcer l'action sociale pour faire que les populations les plus vulnérables puissent voir leurs conditions de vie améliorées. La question de l'endettement a également été évoquée par le Premier ministre lors de sa rencontre avec la presse. Amadou Gon Coulibaly a souligné la détermination du gouvernement à laisser aux générations futures un pays non accablé par la dette. Adama Koni. Le gouvernement ivoirien surveille son niveau d'endettement comme du lait sur le feu. Selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est un exercice régulier que de veiller à la facture de la dette chaque fois que le pays sollicite un appui financier extérieur. Toute chose qui explique que le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire soit de 42,7%. Comparativement à la norme communautaire dans l'UEMOA de 70%, c'est un bon niveau. Mais la vigilance est de mise. Lorsque nous prévoyons des investissements, nous avons ce qu'on appelle un plan d'emprunt annuel qui dit quel est le plafond d'endettement par année au niveau donc, de l'État et qui tient compte de la soutenabilité donc, de la dette. Parce que nous sommes tous soucieux de laisser aux générations futures un pays pas surendetté. S'endetter pour réaliser des projets qui vont créer de la richesse pour le pays, richesse qui va permettre d'enrichir donc, les Ivoiriens, ça, c'est une bonne chose. Pour renforcer son dispositif de contrôle, l'État a mis sur pied un comité chargé de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Tout récemment, les spécialistes ont identifié et codifié les risques liés à la bonne gestion budgétaire. Autre assurance donnée par le Premier ministre au cours de cette conférence de presse, la gestion de la filière cacao. La situation n'est pas au niveau du cacao la plus difficile maintenant. La situation la plus difficile, nous l'avons connue par le passé. Aujourd'hui, la situation est moins difficile, mais des initiatives sont prises sur la question de la transformation à nouveau, en liaison avec le Ghana. Et j'ai bon espoir d'ailleurs que de la fixation des prix pour les campagnes donc à venir, que nous pourrons le démontrer en montrant qu'il y a un léger mieux. On a un problème spécifique qui est la faillite de SAF Cacao. Bien, sur la faillite de SAF Cacao, des discussions sont en cours pour éviter que l'économie locale de San Pedro ne puisse trop en pâtir. Sachez que les salariés de SAF Cacao sont toujours payés et que l'idée, en tout cas, c'est de tout faire pour que le liquidateur trouve un repreneur qui permette une continuité d'activité et que nous puissions faire la liquidation en pouvant désintéresser également tous les créanciers, y compris les banques. Concernant la NACAD, Amadou Gon Coulibaly a souligné que 60 000 tonnes ont été transformées l'année dernière. Pour cette saison, ce volume doit être porté à 80 000 tonnes. Suivons à présent les différentes réactions à l'issue de la conférence de presse animée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les propos ont été recueillis par nos reporters. À l'issue de la conférence du Premier ministre, mon ministère se sent hautement interpellé dans la mesure où pour relever les défis sociaux, il faut réduire le taux de pauvreté. Et la réduction du taux de pauvreté passe par 3 instruments dont nous disposons au ministère en charge de la lutte contre la pauvreté. Il s'agit des filets socioproductifs, il s'agit de l'appui aux initiatives locales, le PACIFIL. Il s'agit également du programme national de développement communautaire pour renforcer les infrastructures socio-communautaires, surtout en milieu rural. Le Premier ministre nous a clairement démontré que l'économie se porte bien, la croissance continue, mais il a partagé avec l'ensemble des journalistes et tous ceux qui étaient présents les préoccupations du gouvernement en matière d'inclusivité de la croissance et notamment
justifier le programme social du gouvernement qui sera annoncé d'ici le mois prochain, qui mettra l'accent donc sur les attentes en matière de santé, en matière d'école, en matière d'eau potable, etc. L'orientation donnée par le président de la République au gouvernement, c'est de renforcer l'action sociale, de sorte que les dividendes de la croissance économique que nous enregistrons soient véritablement ressentis. Ce que je retiens, c'est qu'au niveau de la question de l'endettement de la Côte d'Ivoire, qui semble susciter des craintes, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire demeure dans des proportions tout à fait raisonnables. Et donc il n'y a pas matière à s'inquiéter. Et ce qui m'a aussi le plus frappé, c'est la grande maîtrise qu'a le Premier ministre de l'ensemble des dossiers, qu'ils soient économiques ou sociaux. Et ça, c'est la preuve que tous les dossiers sont traités à fond et que le Premier ministre, il est véritablement à la manœuvre. Et ça, c'est rassurant. C'est ça l'obligation de rendre compte, parce que c'est ce qui tient le gouvernement. S'il ne communique pas sur l'action gouvernementale, s'il ne communique pas sur les actions qui sont menées par le gouvernement, il y aura des interprétations des fois qui pourraient être erronées, ils ne pourront pas soit mal compris par les populations et tout ça. Donc c'est une tribune qui est très noble. Pour que ce genre d'exercice, nous le demandons à chaque fois. Et c'est bon, puisque nous sommes un relais auprès de la population. Donc permettre au Premier ministre de se prononcer sur la politique du gouvernement, c'est vraiment pour nous une bonne chose. Et ça lui permet également à nous d'être le relais auprès des populations, de comprendre véritablement ce que le gouvernement fait. L'indemnisation des populations pour la construction du 4e pont reliant les communes d'Atekoubé et de Yopougon a commencé ce lundi au foyer des jeunes d'Atekoubé. Cette opération d'une durée de 2 semaines menée par l'AGEROUTE, Agence de gestion des routes, concerne pour cette première phase 1500 personnes, toutes évoluant dans le secteur informel et opérant la nouvelle gare d'Atekoubé. Sans déguerpir ont reçu leur chèque. Ces sommes leur permettront de se trouver un autre site afin de mener à bien leurs activités. Parlons politique à présent. Les partis membres du RHDP des Savanes veulent redynamiser le RHDP unifié dans leur circonscription administrative. Les responsables de base de ces formations politiques ont mis en place une plateforme de réflexion dénommée Espace républicain. C'est un cadre de concertation pour apporter des solutions à la redynamisation des différents partis membres du RHDP. Mamadou Kwasi. Discipline du militant en période électorale. C'est le thème retenu pour cette conférence inaugurale des activités de l'espace républicain à Korogo. Une plateforme d'échange et de concertation des partis politiques, membres du RHDP unifié du district des Savanes. L'espace républicain se veut un cadre d'information et de formation des militants, membres du RHDP unifié. C'est dans les grains de thé, les titres des journaux, c'est là-bas on prend les informations en temps et avant. Mais une plateforme comme ça, nous sommes sûrs que l'information qu'on reçoit est la meilleure. Voilà, ça vient de sources sûres. Parce qu'il est dit, un militant mal formé, c'est une catastrophe pour la nation dans laquelle il vit. Quand vous observez les réseaux sociaux, la participation sur les réseaux sociaux, tout le monde est à la recherche d'informations. Mais l'information qui va faire vivre son parti, c'est celle-là qu'on doit venir chercher dans cet espace-là. Une tribune qui servirait également de cadre d'échange sur les différentes thématiques en rapport avec l'actualité. Et les rencontres de cette plateforme se veulent régulières, c'est-à-dire toutes les 2 semaines. Désormais, tous les samedis en 15, on ne lancera plus de convocation, mais qu'ils sachent qu'on doit se retrouver ici. Et donc, ce sont au cours des thématiques, on pourra donc retrouver certains de nos responsables politiques, donc venir défendre, développer donc des thématiques ici, pour permettre aux militants donc d'être au même niveau d'information qu'eux. Cette rencontre inaugurale a vu la participation de l'ensemble des partis politiques et mouvements membres du RHDP unifié du district des Savanes. Il faut rappeler que l'espace républicain est une trouvaille de l'école du parti, initiative du RDA dans la région du Poro. Avec cette tribune, ce sont les militants du RHDP des régions du Poro, de la Bagoué et du Kyologo qui seront motivés et mobilisés pour maintenir la flamme militante en luttant pour la victoire du RHDP au cours des prochaines élections. Le mouvement Pas à Pas vient de voir le jour. C'est un mouvement de jeunesse au sein du PDCI RDA. Il se veut une plateforme de libre expression pour la démocratie et la cohésion au sein du parti. Le mouvement Pas à Pas a lancé officiellement ses activités aujourd'hui à Cocody. Olivier Iriebi, Herman Guivé. Rassemblés autour du président du PDCI RDA, tous les cadres qui ont des divergences d'opinion avec les instances du parti,
Mobiliser les militants et sympathisants autour des valeurs prônées par le PDCI-RDA et promouvoir un climat de paix pour le développement de la Côte d'Ivoire, c'est la mission que se donne de réussir l'organisation de la jeunesse du parti septuagénaire, dénommé Pas à Pas. Selon les initiateurs, ce mouvement n'est ni un courant politique au sein du PDCI-RDA, ni un club de soutien, encore moins un parti politique, mais une force de proposition et un outil de rassemblement des pros et anti-RHDP. Nous sommes bel et bien un mouvement PDCI. Nous avons besoin de ramener la cohésion au sein de notre parti. En vue de la réalisation de ces objectifs, les responsables du dit mouvement prévoient de mener des actions de proximité pour rassembler les militants autour des valeurs de l'oufouettisme. Nous allons faire des propositions. Nous allons aussi être bien évidemment conseillés par les sages. Vous savez, au niveau du PDCI, nous avons tous les organes nécessaires pour nous aider à mener à bien cette mission que nous nous sommes assignés. Nous allons sillonner, ou nous pourrons sillonner pour demander aux gens de se rassembler, de dialoguer autour de notre chef, le président Henri Konan Bédié. À en croire les membres fondateurs du nouveau-né des mouvements au sein du parti septuagénaire, ce mouvement vise également à promouvoir la jeunesse du parti. Je vous lis à présent ce communiqué de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante invite les candidats aux élections locales, régionales et municipales couplées du 13 octobre 2018 et les partis et groupements politiques à une rencontre le jeudi 20 septembre 2018 à l'amphithéâtre de la CEREAO aux 2 plateaux Aguien, Carrefour Opéra à 10h. L'ordre du jour de cette rencontre est le suivant. Remise de la liste électorale définitive aux partis et groupements politiques, formation des candidats au mode opératoire des élections couplées. La commission électorale indépendante compte sur la présence de tous. Fait à Abidjan le 17 septembre 2018, le président Youssouf Bakayoko. Un mot d'environnement dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Plusieurs activités sont menées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. À Koumassi, les populations ont été sensibilisées à l'importance de la couche d'ozone. On en parle avec Salimatou Dia et Grace Kando. Plus de 98% des substances appauvrissant la couche d'ozone sont éliminées et le trou dans l'ozone a diminué d'une superficie équivalente à celle de l'Inde, soit 3,84 millions de kilomètres carrés. Quasiment la même superficie disparue entre 1981 et 2010. Les 197 États ayant ratifié le protocole de Montréal se réjouissent de cette avancée. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a interdit en 2010 l'utilisation des chlorofluorocarbones, hydrofluorocarbones, des substances qui détruisent la couche d'ozone. Dans ce problème de la couche d'ozone, il y a les hydrochlorofluorocarbones, HCFC, qu'on doit éliminer entièrement en 2030. Et on exige que la Côte d'Ivoire, d'ici 2020, réduise déjà de 35%. Ces produits chimiques-là ne sont pas nocifs, n'est-ce pas, aux humains que nous sommes. C'est seulement dans leur utilisation. Je donne un exemple. Quand on prend le bromure de méthyle, quand vous pompez les sacs de cacao, n'est-ce pas, ce n'est pas tout qui va dans le sac. Il y a une partie qui s'échappe. Et c'est cette partie qui s'échappe là qui va détruire la couche d'ozone. Des équipements de froid utilisant des substances autres que les frayons 22 ou hydrofluorocarbones et adaptés à la couche d'ozone ont été présentés au public. Les produits nouveaux, n'est-ce pas, qui remplacent ceux qui sont prohibés, n'ont aucun impact. Ce sont ce qu'on appelle les alternatives. Nous attendons que donc la population vienne visiter pour voir qu'avant de payer un gaz pour alimenter son frigo, qu'il fasse attention parce qu'il y a du faux. La célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, débutée ce lundi à Koumassi, au Centre de perfectionnement des métiers de mécanique et d'électricité, se tiendra sur 2 jours. Comment la médecine et la littérature, par leurs différentes pratiques, peuvent avoir un lien et participer au soulagement moral, social de l'homme? Les liens médecine et littérature ont fait l'objet de 2 jours de réflexion à l'université Alassane Ouattara à Bouaké entre enseignants et chercheurs des 2 disciplines venus des universités africaines et européennes. Soro Corona. L'ensemble des connaissances scientifiques
et des moyens de tous ordres mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies et blessures. Définition de la médecine. Quant à la littérature, elle se définit comme l'ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Par cette définition, ces deux disciplines sont diamétralement opposées. Pourtant, selon les enseignants et les chercheurs de ces deux sciences, il existe un lien. D'où un colloque international sur la médecine et la littérature à l'université Alassane Ouattara. La littérature guérit, c'est que vous écrivez pour vous guérir, vous écrivez pour guérir aussi ceux qui vont lire. La médecine elle est littéraire, que ce soit le langage utilisé, la médecine, que ce soit la terminologie. Et puis d'ailleurs, le médecin, pour mieux comprendre ton mal, il faut bien qu'il le décrive. Pour les poètes, les poèmes par leur musicalité et rimes arrivent à soulager mentalement et socialement une personne. La médecine est une poésie, au sens où elle fait rêver, dans le sens d'un recouvrement de la santé. La poésie est une lexicologie qui fait rêver. Donc je vais vous surprendre en disant que la poésie est une littérature médicale et que la médecine aussi est une poésie. Les conclusions des travaux de Bouaké constitueront une base pour approfondir les réflexions sur les liens entre la médecine et la littérature. L'ensemble des communications qui auront été présentées fassent l'objet d'une publication afin que toutes les conclusions puissent être diffusées et mises à la disposition de la communauté scientifique, être partagées ensemble. 2 jours durant, des experts venus de plusieurs universités africaines et européennes ont planché sur la question. Faisons à présent le point de l'actualité internationale de ce lundi. Première destination, la République démocratique du Congo. Soro Wojontele, Sidonie Davila. La Cour pénale internationale, CPI, confirme la peine infligée en première instance à l'ex-chef de guerre congolais, Jean-Pierre Bemba, pour subornation de témoins dans le cadre de son procès principal pour crime de guerre. Il est condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement. Après déduction du temps qu'il a passé en détention, la Chambre considère que la peine d'emprisonnement a été purgée. Mais il devra payer une amende de 300 000 €, soit 196 500 000 francs CFA. Cette condamnation lui a valu l'exclusion de la course à la présidentielle en République démocratique du Congo. Brett Kavanaugh, le juge choisi par Donald Trump pour siéger à la Cour suprême, est accusé d'agression sexuelle par une femme. Selon Christine Ford, les faits remontent au début des années 80. Le magistrat conservateur et ancien conseiller du président George Bush, Brett Kavanaugh, 53 ans, conteste catégoriquement ces accusations. Les démocrates ont exigé le report du vote au Sénat sur sa confirmation. Jeudi, un vote en commission sénatoriale est prévu sur la confirmation de Brett Kavanaugh avant le vote final en séance plénière qui pourrait intervenir dès fin septembre. Après avoir frappé le nord des Philippines et tué une 60aine de personnes, le super typhon Mangkhut a atteint la Chine. Des milliers d'habitants sont évacués. Le ministère chinois de la gestion des situations d'urgence a déployé 24 000 policiers dans les zones vulnérables de plusieurs cantons. La mort de 4 personnes a été signalée par les médias chinois dans une province avec plus de 2,45 millions d'habitants déplacés. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. À demain, même heure.